Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations. Je suis Anaïs Raoux, cofondatrice et CEO de Wake Up. Dans ce podcast, j'esquisse les contours d'un monde du travail humaniste auquel j'aspire. Je tends donc mon micro à des entrepreneurs, des sociologues, des scientifiques et des philosophes qui croient que l'homme est bon. Si vous êtes manager, dirigeant, DRH et que vous souhaitez adopter un leadership conscient, je vous invite à découvrir nos accompagnements et notre boussole sur www.wake-up.io. Maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Claire Gibault, l'une des plus célèbres chefs d'orchestre françaises reconnues dans le monde entier. Après avoir dirigé la Scala à Milan ou encore la Philharmonie de Berlin, elle est aujourd'hui chef d'orchestre du Paris Mozart Orchestra qu'elle a fondé. Dans cet épisode, je questionne Claire sur le parallèle entre la direction d'un orchestre et le management, et on parle ensemble de légitimité, de rituel et d'harmonie. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Claire Gibault. Merci beaucoup Claire d'avoir accepté notre invitation. Je démarre toujours ce podcast avec une question qui est qui êtes-vous, Claire Gibault? Bien, une musicienne, chef d'orchestre, qui a une certaine conception de la relation avec les musiciens de l'orchestre, de la programmation et une certaine conception de l'éducation artistique et culturelle, et puis une grande exigence de qualité artistique. Mais je pense qu'on peut à la fois pratiquer des activités solidaires et en même temps se produire dans des grandes salles. Oui, on va en parler des valeurs, de la mission que vous avez aujourd'hui avec le Paris Mozart Orchestra. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né le 31 octobre 1945 au Mans. C'est votre papa, qui est professeur de solfège, qui vous a donné le goût de la musique. Quels souvenirs avez-vous de votre enfance? C'était des souvenirs joyeux parce que nous étions 4 enfants. Les 4 enfants ont appris de la musique parce que c'était la passion de mon père. Et voilà, on a beaucoup joué, on a beaucoup fait de musique, on était une famille qui s'entendait bien. Oui, parce que tous les 4, vous avez fait de la musique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mon frère a fait du basson et du piano. Ma sœur Hélène a fait du piano et ma petite sœur Françoise du violoncelle. Et alors, à 18 ans, vous intégrez la classe de direction d'orchestre du Conservatoire national de Paris. Vous êtes la 3e femme de l'histoire à rejoindre cette classe. Donc c'est assez remarquable pour le souligner. Et puis en 1969, cela vous conduit à recevoir le prix de direction d'orchestre. Et souvent, c'est cité en exemple. En juillet 69, vous faites cette une de France Soir aux côtés de Neil Armstrong et le journal titre « Un homme a marché sur la Lune, une femme a dirigé un orchestre ». Quel sentiment vous traverse à ce moment-là? Quand même, j'ai éclaté de rire parce qu'il y avait une disproportion entre les deux exploits. Mais c'était beaucoup de poids sur mes épaules, tout d'un coup. Et je me sentais investie d'une représentation de la position des femmes dans des domaines inhabituels. Et c'était assez angoissant. Ça, c'est arrivé tout de suite au moment où vous avez
Vous avez vu cette une ou c'est une réflexion qui est apparue un petit peu plus tard avec votre engagement et votre militantisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais engagement en tout cas? À vrai dire, j'avais une passion. J'avais découvert cette passion de la direction d'orchestre à 13 ans en étant au violon solo d'un petit orchestre d'élèves au Conservatoire du Mans. Et j'avais commencé à diriger là. Et puis les portes se sont ouvertes parce que je travaillais, que j'étais extrêmement passionnée. Et pour moi, c'était extrêmement naturel. Je me sentais pas moins féminine que mes autres camarades. Et tout d'un coup, le focus de la presse sur cette situation d'une femme qui obtient un premier prix de direction d'orchestre, peut-être m'a un peu déstabilisée, voilà. Et par la suite, les titres des journaux qui sans doute voulaient être bienveillants, mais aussi qui réglaient leurs comptes différemment vis-à-vis de la situation des femmes, pouvaient être critiques. Il y a eu des grands titres. Les orchestres n'aiment pas être dirigés par des femmes, des choses comme ça, ou où elle les mène à la baguette, ça, où elle les mène à la baguette. Je trouvais ça d'une vulgarité invraisemblable parce que c'était pas ma manière d'être avec les musiciens, parce que en disant elle les mène à la baguette, ça veut dire quelque chose un peu sado-maso que je n'aime pas du tout. Et il y avait une vulgarité dans la relation humaine qui peut être très belle avec les musiciens. Ça peut être un véritable échange, une transmission et une coopération. Oui, absolument. Et justement, en tant que chef d'orchestre, vous diriez quelle est votre première responsabilité? La première responsabilité, c'est d'écouter les musiciens. Et les réunifier, discuter ensemble, sont des artistes et ils ont des propositions. Et le chef d'orchestre est là pour harmoniser, réunifier toutes les tendances artistiques qui pourraient s'exprimer. Mais le grand confort avec le Paris Mozart Orchestra, c'est que, au fond, on s'est choisis les uns les autres et on s'est choisis parce qu'on a des affinités de conception, même du métier, de la carrière musicale, puis des conceptions artistiques et esthétiques. Donc, parce qu'il y a mille et une façons de faire de la musique, d'interpréter et de concevoir aussi sa place dans cette société musicale. Oui, c'est ça. Vous vous êtes choisi et on va peut-être en parler justement de la création de ce Paris Mozart Orchestra, puisque il est quand même né, si je ne me trompe pas, en faisant mes recherches, j'ai cru comprendre qu'il était né quand même d'une épreuve, d'un échec peut-être même qu'on peut appeler, qui est que vous avez dirigé les plus grands orchestres du monde, la Scala, le Philharmonique de Berlin, pour en citer quelques-uns, mais que de retour en France, vous avez eu du mal à trouver votre place. Et c'est de ça qu'est née votre envie d'entreprendre. Racontez-nous, vous le direz mieux que moi. Oui, en tout cas, les statistiques publiées en Europe sur la place des femmes dans le spectacle vivant montrent et ont montré que pour que les femmes aient la direction générale ou musicale d'une industrie ou d'une institution musicale, il faut qu'elles créent leur propre entreprise, leur propre orchestre et même leur propre troupe de théâtre. Et oui, quelque chose résistait. Il y avait toujours une remise en question et c'était ma place, elle était là comme quelque chose d'exotique, mais pas quelque chose de naturel. Et au fond, c'est ça dont on a envie toutes, c'est qu'on ne parle plus de ça et que ça soit normal. Bien sûr. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous a... Donc, c'est en lisant des études statistiques, en vous disant finalement, pourquoi pas, c'est ce qui est recommandé, de créer mon propre orchestre, qui vous a emmené, ou au contraire, c'est un peu c'est un sentiment, une émotion, peut-être une envie de montrer que vous pouviez faire différemment? Non, au fond, j'avais envie de créer un orchestre qui ne reproduise pas les discriminations que j'avais ressenties pendant toute ma vie.
Et en cela, j'ai été vraiment très encouragée et stimulée par Claudio Abbado, qui lui-même avait créé l'Orchestre de Chambre d'Europe, le Gustav Mahler Jugend Orchestra, et puis l'Orchestra Mozart di Bologne. Et je me rendais bien compte que lui aussi, il fuyait quelque chose, pas pour les mêmes raisons, mais il fuyait un peu ces institutions académiques et qu'il avait justement ce besoin de trouver des relations fraternelles avec des musiciens, des très bons musiciens ayant aussi la même conception sociale et musicale. Et c'est vrai que le Paris Mozart Orchestra est en fond le premier petit frère de l'Orchestre Mozart de Bologne, puisqu'il m'avait demandé de le créer avec lui et que j'ai passé de nombreuses années à côté de lui. Et comment on les choisit justement, ces musiciens qui ont cette même conception à la fois artistique, humaniste, de la manière dont doit se dérouler et s'organiser un orchestre? Bien, j'ai eu l'occasion de diriger, par exemple, au Châtelet, des orchestres qui étaient constitués pour l'occasion même. Et là, j'ai rencontré des grands musiciens qui avaient l'habitude de travailler ensemble et on s'était dit, ça serait formidable de créer un ensemble. Et il y avait en particulier Éric Lacroutz, qui est le violon solo de l'Opéra de Paris, qui est un merveilleux musicien. Et il a été une des premières personnes vers laquelle je suis allée. Et il a entraîné avec lui le Quatuor Psophos, donc quelques musiciens et musiciennes qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Et on a ensemble constitué un groupe qui a du plaisir à se retrouver. Parce que la vie dans les orchestres, par moments, elle est sans doute très très bien, mais tous les musiciens n'ont pas la même exigence. On peut accepter d'être dans un orchestre permanent et puis se laisser aller, ne plus travailler autant pour être au même niveau. Et puis, quand on est dans un orchestre de projet comme le mien, eh bien, tout le monde se donne de la même façon et a envie que celui qui est à côté de lui se donne autant. Et ça, l'engagement, la solidarité au milieu d'un orchestre, c'est extraordinaire comme résultat. D'ailleurs, beaucoup de gens disent en écoutant le Paris Mozart Orchestra, mais le bonheur se lit sur les visages des musiciens, ils se regardent, ils respirent ensemble, ils se sourient et ils se donnent vraiment beaucoup. C'est beau, ça donne envie surtout. Et en regardant dans le rétroviseur aujourd'hui, cette épreuve, ces refus, ces portes fermées du milieu conservateur auquel vous vous êtes heurté en France, jusqu'à aujourd'hui, la création et puis ce que vous dites, c'est-à-dire le bonheur qui se lit sur les visages, d'avoir créé un collectif puissant, engagé. Si vous regardez dans le rétroviseur aujourd'hui, quelle leçon est-ce que vous tirez de cette épreuve-là? Mais les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est ce qui constitue même la carrière d'un artiste. Hein. On est habitué, on vous appelle, on vous cherche, on attend qu'on vienne nous chercher. Et c'est quelque chose que je n'avais plus envie d'une certaine façon, entre guillemets, de subir. Moi, je voulais plus attendre qu'on me choisisse. Et c'était créer sa propre entreprise avec sa politique culturelle, pouvoir choisir mes programmes, choisir les musiciens, les solistes avec lesquels j'avais envie de travailler. Et puis, impliquer la vie artistique dans la vie sociale, c'était toute une certaine conception. Et voilà, ça, si vous voulez, ça m'a amené à quelque chose de très positif, c'est la création de cet orchestre. Parce que ce milieu musical, il est absolument à renouveler, à révolutionner. Il y a plein de choses qui datent du 19e siècle et au fond, ce sont les petites entreprises comme la mienne qui poussent les grandes entreprises
au changement. Nous, on est beaucoup plus souple. Donc, on s'adapte. Les grandes entreprises culturelles ont des obligations extrêmement difficiles à vivre aussi. Moi, il y a cette liberté dans la gestion même. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, l'entrepreneuriat offre beaucoup de liberté, amène son lot de difficultés aussi, mais oui, bien sûr, on est à la recherche de financement, on est à la recherche de mécénat, mais au fond, on trouve des gens qui sont aussi passionnés que nous, aussi engagés dans la vie de cet orchestre. Donc, au fond, cette insécurité, elle est créatrice. Bien sûr que les incertitudes, il faut apprendre à vivre avec l'incertitude, et c'est très créateur aussi. Je pense que ça... Bien sûr que je comprends que les musiciens, beaucoup de musiciens ont besoin d'avoir des vies extrêmement sécurisées, mais ces petits îlots de bienveillance presque un peu hors du monde, on en crée plusieurs, et tous ces petits îlots, ils sont une force. Ils poussent les grandes institutions aussi à se renouveler. Tout à fait. Tout à fait, oui, ces petits îlots de bienveillance et cette flamme dont vous parlez, d'engagement qui est, quand on y a goûté, difficile de s'en détacher. Claire, si on revient sur le rôle de chef d'orchestre, on compare souvent le rôle d'un chef d'orchestre à celui d'un manager, puisqu'il faut vous devez être capable en tout cas d'aller tirer parti de chacune des individualités, tout en créant une œuvre commune, tout en créant de l'harmonie. Et un peu comme un manager, on pourrait, dans un sens, si on fait un raisonnement très rapide, se dire mais si le chef d'orchestre ne joue de rien, à quoi peut-il bien servir ? Et c'est souvent le problème que rencontrent les managers quand ils sont amenés justement à l'idée des équipes. Comment est-ce qu'un chef parvient à établir sa légitimité devant un orchestre ? Ou comment est-ce que vous le faites, justement ? Il y a plusieurs aspects du métier. Il y a les qualités artistiques, les connaissances musicologiques, les connaissances d'orchestration et tout ce qui constitue même la science musicale. Et puis, il y a le management, en effet, qui c'est une vraie direction des ressources humaines, la relation avec les musiciens, la persuasion des musiciens, l'écoute justement des musiciens, tenir compte de leur avis. C'est un métier qui allie à la fois l'entrepreneuriat et la vie artistique. Et j'ai lu, et vous me corrigez si je me trompe, mais que pour vous, ça a été parfois, dans votre carrière, ça a été parfois dur de vous imposer, que vous avez dû parfois, et notamment, c'est lié à l'histoire, au fait que les musiciens étaient dirigés par une femme, donc il y a eu tout ce contexte-là, mais vous racontez que vous avez déjà traversé la fosse d'orchestre en entendant des réactions désagréables sur votre passage. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ça ? Comment est-ce que vous avez réussi à performer, par exemple, ce soir-là ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? De toute façon, je dis qu'il faut une vraie passion pour la musique et une vraie passion pour ce métier. Il est fatigant physiquement, il est éprouvant aussi nerveusement quand on est face à des orchestres constitués et à qui vous ne plaisez pas forcément, parce que chaque groupe a ses habitudes, a sa formation habituelle. Mais voilà, c'est un métier qui donne de très grands bonheurs, de très grandes joies. Mais il faut les payer d'une certaine façon quand on voyage par une forme de solitude aussi, qui n'est pas facile, de trac et puis de savoir qu'on ne plaît pas à tout le monde. Et ça, c'est ce que me disait Claudio Abbado.
Voilà, ça, c'est une épine dans le pied. Il y aura toujours un musicien dans le groupe ou deux qui feront tout pour empêcher que ça se passe sereinement et joyeusement. Et ça, avec le Paris Mozart Orchestra, c'est l'unanimité des musiciens qui sont là, qui se donnent, qui s'engagent, qui sont heureux, qui le disent. Vous ne pouvez pas imaginer le confort que ça peut être. Ben oui, si j'imagine, j'ai la chance aussi de le vivre à ma petite échelle. Là aujourd'hui dans ce que j'entreprends, mais c'est vrai que j'ai été moi aussi dans le passé, alors rien de comparable dans nos parcours, mais je me demandais qu'est-ce que vous diriez peut-être à une personne aujourd'hui qui gère un groupe, un collectif, une équipe et qui se retrouve un peu et pour l'avoir vécu vous-même, dans cette position de leader contesté par quelques-uns, quel conseil est-ce que vous lui donneriez? De dialoguer toujours beaucoup. Je me souviens qu'Amos Oz, ce magnifique écrivain israélien qui était face à des problèmes bien plus gigantesques, disait toujours, il ne faut pas arrêter de parler même avec les gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas d'accord avec vous. Il faut dialoguer même avec les ennemis et il faut les écouter. Ne jamais rompre le dialogue, oui. Le dialogue, parce que la parole libère. Parce que on a le droit de pas être du même avis. C'est pour ça qu'il faut se constituer des petits groupes d'affinité et de bienveillance où on s'épanouit ensemble. Complètement. Et lorsque vous dirigez en tant que chef d'orchestre, vous devez écouter ce qui se joue dans l'instant, mais aussi préparer ce qui arrive. Quelles sont vos techniques pour maîtriser cet art? D'abord, il faut vraiment tellement bien connaître la partition, les parties de chaque instrumentiste et puis avoir une vision globale. Et en effet, le rôle du chef d'orchestre, c'est d'anticiper. Et le geste du chef d'orchestre, il anticipe. Il dirige pas en même temps que la musique qu'il entend. Le geste est toujours au moins un temps en avance. Et au fond, c'est ce qui propulse, qui donne une dynamique, une vie, la vie même, au son. Et moi, je pense toujours qu'avec d'extrêmement bons musiciens, j'ai constaté que ce qu'ils attendent du chef d'orchestre, c'est qu'il les sollicite pour quelque chose auquel même eux n'auraient pas pensé ou pour quelque chose en plus. Et comment est-ce que vous faites ça, d'aller les solliciter pour quelque chose Donc, ça se passe par les bras, le regard, le visage. On peut montrer tellement avec ses mains et ses bras. Il y a un langage charnel même que les musiciens comprennent très très bien. Et est-ce que vous en reparlez ensuite? Est-ce que vous avez besoin de l'expliciter ou au final tout se fait dans le moment et puis est-ce que vous en débriefez ou en disant tiens ça m'a surpris, t'es venu me chercher à un endroit où je pensais pas en être capable? À la fin même sur scène, en concert, on se regarde et on se comprend, puis on passe à côté d'un musicien, je peux lui dire merci, voilà, tu as super bien saisi la fin de la cadence du soliste, et voilà, je la remercie publiquement, et je dis un petit mot, mais on a beaucoup de temps de répétition, on échange. Le moment du concert, tout d'un coup, il n'y a plus de paroles, ce sont les gestes, les regards, et voilà. Et vous dites que vous avez mis du temps à trouver votre style de management, votre style de leadership. Quel est le style que vous avez abandonné et à contrario, quel est celui que vous avez développé?
On en parlait tout à l'heure justement elle les mène à la baguette, ce qui n'est a priori pas du tout ce que vous faites. Dites-nous. Oui. Bien, au début de ma vie de chef d'orchestre, je n'étais entourée que d'hommes qui avaient des conceptions très hiérarchiques et très dictatoriales de leur métier, qui étaient d'excellents chefs d'orchestre et musiciens, et qui me disaient tous non, il faut rester à distance des musiciens, ne sois pas ami avec eux, on peut perdre son autorité, et puis voilà, il y a un rapport de force entre l'orchestre et le chef. Ils avaient une conception, je trouve, très passéiste de la communauté, et au fur et à mesure que j'ai quitté cette conception-là et surtout les conseils de ses collègues, j'ai vu que Claudio Abbado, que j'assistais beaucoup, était vraiment dans la douceur et dans le partage, et que ça lui enlevait absolument aucune autorité. Et j'ai appris beaucoup de lui dans ce management qui est ce qu'on appelle l'autorité partagée. Et concrètement, cette autorité partagée, comment est-ce qu'elle se manifeste à la fois dans vos répétitions ou dans les concerts? Dans les répétitions, c'est que tous peuvent s'exprimer aussi bien sur les coups d'archet, sur un doigté, mais c'est aussi sur des nuances, sur un phrasé. Voilà, on discute tous ensemble et on cherche. Je suis sans doute celle qui a préparé le plus la partition globale. Mais il y en a qui ont des expériences magnifiques et on apprend beaucoup en discutant avec les musiciens. Oui, parce que j'ai aussi lu que un chef d'orchestre devait être préparé le premier jour de la répétition, qui devait être au maximum de sa préparation. Est-ce que vous confirmez? Bien sûr, bien oui, sûr. Oui. Oui, bien sûr. On doit avoir une connaissance parfaite de la lecture de la partition, mais aussi de l'analyse de la partition, ce qui nous mène à une interprétation. Et ce que j'explique souvent dans les collèges et les lycées à des jeunes qui sont très loin du milieu de la musique, la musique, c'est comme un texte de théâtre, on peut le dire de 1000 façons. Il faut faire des choix sans arrêt, et ça se travaille patiemment avec les musiciens et ils ont très souvent de très bonnes idées. Très, très souvent. C'est un vrai partage. Oui, parce que l'exercice, il est d'autant plus difficile que, si j'ai bien compris, vous avez aussi très peu de répétitions avant une représentation et que donc il y a le temps, entre guillemets, est compté, ou en tout cas, vous devez performer en un temps record presque. Est-ce que c'est bien ça? Il y a un nombre de répétitions, oui, que je peux toujours trouver insuffisant. Et vous savez, il y a des orchestres qui dirigent sans chef d'orchestre et qui sont excellents, mais c'est le violon solo qui se transforme en leader. Mais ils doivent faire beaucoup plus de répétitions que nous en faisons. Disons que la présence du chef d'orchestre, avec toute sa préparation et puis son écoute des uns et des autres, fait que voilà. Donc, au fond, ce que les orchestres cherchent, que ça soit un pur chef d'orchestre ou un violoniste chef d'orchestre ou un pianiste chef d'orchestre, ils cherchent des personnalités qui ont quelque chose à dire un peu spécial, un peu unique à propos d'une partition et de nous faire vibrer. D'abord déjà de faire vibrer le groupe et à ce moment-là, ça se communique au public. Et donc l'écoute, qui est une des qualités premières ou une des missions premières du chef d'orchestre, elle est aussi importante entre les musiciens. Comment est-ce que oui, fondamental. Oui. Comment est-ce que vous veillez à ce que tout le monde s'écoute bien? Quelquefois, on peut le recommander. On fait travailler un pupitre en disant
ah, cette phrase-là, elle est exactement en contrepoint avec, par exemple, tel instrument, le hautbois. Donc, on peut faire alto et hautbois ensemble. On décortique un petit peu les plans sonores et pour leur faire voir quelles sont les voix de l'orchestre qui doivent vraiment être à l'écoute les unes des autres. Mais beaucoup de musiciens qui viennent jouer dans le Paris Mozart Orchestra sont ce qu'on appelle des chambristes, c'est-à-dire qu'ils font de la musique de chambre et en petits groupes, et ça veut dire qu'ils sont habitués à se regarder, à s'écouter et à trouver un son commun. Et oui, je trouve ça intéressant, cette formation de duo, de trio, de petits groupes en réalité, puisque c'est aussi comme ça que dans le monde du travail, on peut opérer, c'est-à-dire d'aller vraiment créer ces groupes où on va créer une alchimie et ensuite rassembler tout le monde. Donc, je trouve que le parallèle, il est là aussi intéressant dans la manière dont vous fonctionnez entre vous. À quoi ressemble un conflit dans un orchestre, s'il y en a, si vous en avez vécu? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vécu parce que même s'il y a un instrumentiste qui peut-être ne joue pas extrêmement juste ou n'est pas extrêmement ensemble avec les autres, il y a toujours la manière de le dire, de le faire répéter et puis et que ça s'améliore et qu'il y a surtout quand on sent qu'il y a une très bonne volonté et un potentiel chez un musicien, il n'y a aucun souci à se faire. Je pense qu'on peut se faire du souci quand on sent qu'il y a un blocage et que le musicien, lui, n'est prêt à rien entendre. Il veut jouer, pas vous écouter. Mais vous savez, je comprends parce qu'il y a des chefs d'orchestre qui sont tellement durs et qui humilient les musiciens. Et j'ai beaucoup de musiciens qui me disent que pour jouer dans certains orchestres, ils prennent des bêta-bloquants pour pouvoir jouer sereinement. Et vous, quels sont... Oui, complètement. Et quels sont pour... j'adore ce que vous partagez, c'est-à-dire de manager en douceur, d'être bienveillant, d'écouter, de dialoguer. Quelles sont les règles ou les rituels que vous avez développés au fil du temps, peut-être, que vous mettez en place au sein du Paris Mozart Orchestra pour créer cette harmonie parfaite? Je ne sais pas si elle est parfaite, mais j'ai écrit une charte que les musiciens doivent tous lire et signer, pour tous ceux qui doivent participer à l'orchestre, et qui est une charte issue de la Charte des droits fondamentaux européens et qui nous engage tous à lutter contre toutes les formes de discrimination. La discrimination sur le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, l'orientation religieuse ou sexuelle, etc. Et puis la lutte contre le réchauffement climatique maintenant, qu'on a ajouté. Et je pense que ça n'existe pas dans les autres orchestres et on arrive à un moment de société où on ne peut pas rester dans une bulle esthétique. Il faut qu'on soit relié aux problèmes du monde. L'artiste n'est pas comme ça isolé sur son rocher au milieu de la mer. C'est pas possible. Et je pense qu'ils sont heureux qu'on s'engage. On fait pas de la politique partisane ni politicienne. C'est sur le terrain, c'est de la solidarité et de la conscience par rapport aux dégradations sociales et planétaires. Et donc cette charte, tout le monde doit la lire? Est-ce qu'ils doivent la signer? Comment ça se matérialise? Oui, ils doivent la signer. Et ensuite, est-ce que vous mettez en place des
des actions qu'ils doivent, enfin, quels autres peut-être rituels ou pratiques découlent de cette charte? Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que tout le monde est payé pareil, et les musiciens et les chefs, qu'on voyage tous en seconde classe et on va tous dans les mêmes hôtels. Et ça crée une fraternité, un sentiment d'égalité, de fraternité qui est, voilà, tellement positif. Cette égalité, oui, c'est certain, qui est assez finalement novateur de ce que je comprends, puisque c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas si vous avez d'autres. Il y a de telles disproportions de salaire entre le chef et les musiciens, et puis des conditions d'hébergement, de voyage habituellement. Et moi, j'aime la sobriété heureuse. J'adore. Et quelles autres... donc là, on a cité la charte. Est-ce qu'il y a d'autres règles ou principes qui font que voilà, le groupe fonctionne bien ensemble? Oui, parce que au fond, je n'engage pas de nouveaux musiciens ou des remplaçants quand il en faut, sans consulter ce qu'on appelle les chefs de pupitre. Il y a une cooptation, voilà. Eux ne se permettraient pas de proposer quelqu'un sans qu'on en ait parlé. Et moi, la même chose, parce qu'on tient à cette homogénéité du groupe. Et la bonne entente et le respect des uns entre eux. Voilà, c'est important. Très important. Et sur le temps, est-ce que vous avez des règles comme, puisque les répétitions sont comptées, voilà, tout est assez cadré, cadencé finalement. Est-ce que vous avez encore une fois, des principes où voilà, tout le monde doit être à l'heure, enfin des petites choses très basiques entre guillemets, mais qui sont importantes pour que tout le monde travaille bien? Oui, il y a des horaires que tout le monde respecte, mais je dois dire que ce qui est extraordinaire, qui n'arrive pas ailleurs, c'est que quand ils estiment qu'on a encore besoin de travailler, ils sont prêts à rester, ils proposent, on continue. Et j'ai vu là, dans le dernier week-end, nous étions invités à la folle journée de Nantes et nous avons fait là 5 concerts, dont 2 en direct sur Arte. Eh bien, ils ont donné plus d'une demi-heure de ce qu'on dit de rab. Ça a été évident. Ils ont dit, je les consulte, j'ai dit, vous êtes d'accord? Oui. Et sans un supplément pécunier. Et ça, c'est parce qu'il y a le sentiment d'appartenance à un groupe. On vient pas là faire son cachet et on s'en va. Voilà, on a l'impression qu'on crée quelque chose ensemble, voilà, dans la vie. Bah oui, il y a cet engagement très fort et je crois que vous allez aussi vers des publics qui sont éloignés de la musique classique habituellement, des prisons, des quartiers. Quel rôle... Oui. Allez-y, dites-moi. On a été bouleversés dans les centres pour mineurs isolés étrangers. Et oui, à la prison de Fresnes, dans les collèges, lycées, écoles primaires et même maternelles des zones les plus défavorisées d'Île-de-France. C'est les rectorats de Créteil et de Versailles qui choisissent les établissements dans lesquels nous nous rendons. Et c'est extrêmement passionnant et vivifiant pour nous et on a l'impression de servir à quelque chose, vraiment. Mais quel rôle, justement, vous pensez que la musique aura dans le monde de demain ou dans le monde qu'on est en train de créer pour demain? La musique, je dirais les arts en général, parce que tout le monde n'est pas doué ou a le goût, tout le monde n'a pas le goût de la musique classique, mais on peut avoir le goût du théâtre, de la peinture, de la danse. Et
et ça fait partie de tout ce qui peut enrichir la personne et l'ouvrir davantage aux autres, au monde, à la culture, donner envie de lire, d'écouter et développer sa sensibilité, c'est très très important. Oui, quand on voit bien les bénéfices de l'éducation artistique et culturelle, ça aide très souvent à plus d'inclusion. Et les jeunes vers lesquels nous allons, tout d'un coup, découvrent le pouvoir de création qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ne connaissaient pas. Donc, on y va avec des projets qui croisent les disciplines artistiques, musique, texte, visuel, et ils apprennent à goûter les correspondances entre les arts, et puis comment la musique peut donner aussi du sens à un texte, comment la musique participe aussi à l'émotion et découvrir son potentiel émotionnel, et apprendre à le maîtriser, c'est aussi toute une éducation. Et puis ils se rendent aussi compte que l'apprentissage d'un instrument c'est aussi exigeant qu'un apprentissage sportif. C'est pas la même musculature, c'est une musculature beaucoup plus fine, mais tous les liens qu'il y a entre l'audition, les muscles, les bras, des mains, au fond, ce qui est formidable, c'est ce que l'éducation artistique apporte, c'est le lien entre l'intellectuel, le charnel et le spirituel. Vous avez réussi à créer ce lien, en fait, entre, donc, à la fois avec votre public, là on en parle, mais même entre vous, entre musiciens dans l'orchestre. Alors, on l'a expliqué, il y a plein de raisons à ça. Il y a le fait que voilà, vous vous êtes choisis, vous partagez les mêmes valeurs, vous œuvrez pour des causes et vous êtes engagés. Aujourd'hui, dans le monde du travail, tout le monde n'a pas cette chance. Il y a une transition qui est en cours, mais elle est lente pour certains, et on voit encore des personnes qui souffrent de burn-out. Certains sont dans des bullshit jobs, certains sont dans des équipes qui vivent un profond mal-être. Quel conseil est-ce que vous donneriez à des leaders d'équipe, des personnes qui veulent changer la donne et qui œuvrent pour l'épanouissement de leurs collaborateurs, mais qui aujourd'hui n'ont peut-être pas les facteurs externes? Qu'est-ce que vous leur diriez? Non, je ne sais pas si je suis capable de donner des conseils aux autres. Je pense que beaucoup d'humilité dans les rapports avec les uns et les autres aide à une bonne compréhension. Jamais penser qu'on a raison sur tout, et surtout de laisser à l'autre le temps de faire du chemin vers vous ou à nous, de changer aussi notre façon de concevoir les choses. Je pense que la patience et l'humilité et la douceur n'enlèvent aucune autorité et aucune énergie. Ça colore tout ça. Absolument. Claire, vous avez reçu de nombreux prix, vous avez créé votre entreprise, vous avez été un modèle pour de nombreuses femmes. Diriez-vous que vous avez réussi?
Je sais pas si je vis pas ça en termes de réussite. Je me situe pas sur ce plan-là. Je vis les choses. J'essaie d'avoir des idées nouvelles chaque jour, mais j'ai pas besoin de me dire que j'ai réussi ou pas réussi. Ça n'ajoute rien à mon plaisir, à mon bonheur, à ma volonté, à mon énergie. Et peut-être, qu'est-ce que la réussite pour vous? Ouais, je pense que c'est beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Ça rend les gens aussi tellement talentueux, de se sentir encouragés. Et alors que si vous êtes là en train de surveiller vous empêchez les gens de s'épanouir. Et voilà, il y a de l'honnêteté, c'est important, l'honnêteté et surtout aussi s'extraire du monde de la médisance, même si on aime bien plaisanter un petit peu entre nous sur sur les uns et les autres. J'ai quelques questions courtes pour terminer le podcast. À quel moment oubliez-vous le temps qui passe? En dirigeant, bien sûr, en faisant de la musique, en écoutant. Bien sûr qu'on oublie le temps qui passe. Puis il y a plein d'autres plaisirs de la vie aussi qui vous font oublier le temps qui passe. Comme? Les spaghetti al basilico. Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre? Peut-être de trouver l'équilibre entre diriger et laisser faire. Et comment est-ce qu'on le trouve, cet équilibre? Peut-être aussi avec la recherche demande de l'humilité. On dit que l'ego meurt une demi-heure après nous, mais qu'il y a un gros boulot à faire là-dessus. Que croyez-vous avec certitude? Que croyez-vous avec certitude? Je pense que c'est la capacité de travail qui fait la différence entre les différents destins. Parce que des gens doués, talentueux, il y en a beaucoup. Mais ce qui fait la différence quand on veut réaliser ses projets, c'est la capacité de travail. Complétez cette phrase. Le monde a besoin de joie. Génial. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci infiniment à Claire Gibault pour cette conversation et à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, pensez à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et si vous voulez nous soutenir, le mieux est de partager cet épisode sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci à vous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel invité.